Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Ça y est, tous les vendredis à 18 h, nous reprenons le train-train quotidien. Aujourd'hui, on va spécialement parler du monde professionnel et on va répondre à quelques questions, des questions que j'ai eues de temps en temps, surtout en ce moment, et d'autres questions où peut-être ça répondra directement aussi à vos questions intérieures. On va dire ça comme ça. Alors pour les nouveaux, oui, parce que vous commencez à augmenter, on est bientôt à 300 followers les amis. Je vais me présenter tout simplement. Donc moi, c'est Anaïs, mon vrai prénom. Anna, en Corée du Sud. Ils ont eu du mal avec Anaïs en coréen. Du coup, on a trouvé un diminutif et donc c'est Anna en Corée du Sud et depuis que je suis mariée c'est Johanna. J'ai 30 ans et le mois prochain j'aurai 31 ans et alors du coup mon parcours professionnel a été plutôt simple et à la fois chaotique. C'est-à-dire je suis donc française et je vivais dans le 64 à Pau précisément. Et j'avais envie de partir dans tout ce qui est commerce puisque j'ai une famille qui est un peu dans ce domaine-là, précisément mon papa qui est dans le commerce depuis des années. Il était agent immobilier plutôt, marchand de biens, etc. Donc c'est vrai que ça touche beaucoup le commerce et il y a certains points où vraiment je respectais mon père par rapport à ça. Alors bien entendu, je voulais pas du tout le même chemin que mon père, mais je suis quand même partie à l'école de commerce. Comment ça s'est passé me concernant? J'ai fait une formation vendeur conseiller commercial à Pau durant un an et demi. Alors le diplôme c'est sous un an, mais l'alternance c'était sous un an et demi. Et donc j'ai travaillé au Drave le Leclerc pour pouvoir du coup compléter certaines qualités et ainsi que mon diplôme. J'ai reçu ce diplôme, donc j'ai été complètement validée et par la suite j'étais un peu perdue. Donc je suis partie un an à travailler en SPA sur Toulouse et après je suis partie à Castres pour travailler un an en boulangerie. Enfin 8 mois exactement, puisque malheureusement j'ai fait un burn-out sévère du fait que mes horaires on m'a exploité. Voilà. Ouais, je vais dire les mots tels qu'elles sont. On m'a exploité, c'est-à-dire que je faisais des horaires de 4 h du matin jusqu'à 20 h du soir et que je formais aussi des gens pour le fournil, puisque moi je travaillais au fournil de Soile précisément. Je me suis retrouvée avec un couple qui avait beaucoup de problèmes de moyens et de problèmes médicaux, donc ils ont un peu trop compté sur moi, ce qui fait que des fois je faisais des heures sup et j'avais pas de pause dans la semaine, donc c'était très compliqué. Quand je rentrais, etc. parce que je ne voyais jamais mon petit copain à cette époque-là. C'était pas bon du tout puisque j'ai déclenché un problème à la thyroïde, ce qui a fait que je commençais pas à devenir bipolaire, mais je commençais à m'énerver pour un rien. Voilà, ça a été un peu beaucoup chaotique. Du fait que j'ai dû me retourner et donc je suis partie sur Paris durant 2 ans. Alors j'étais partie pour un bachelor 3 ans, mais notre chère amie la Covid est venu nous embêter, ce qui fait que j'ai dû rentrer à Pau après les 2 années validées, donc un bac plus 2. Ce bac était spécial, cette école était spéciale. Déjà c'est une école privée qui s'appelle ISMAC et donc cette école me permettait d'avoir un ensemble de vues sur l'Asie. C'est-à-dire que j'avais une chance de pouvoir apprendre le coréen ou le japonais ou le chinois, voilà, en fonction de mes envies et d'avoir un diplôme par derrière pour pouvoir peut-être aller travailler du coup en Asie. Alors je pense aujourd'hui, quand je prends du recul, je pense que ce diplôme ne vaut strictement rien en Asie. Mais si tu es assez débrouillard et si tu veux continuer tes études, ça peut t'ouvrir des portes. Voilà ce que je peux dire en gros, parce que quand même ISMAC avait des partenaires en Corée du Sud précisément, puisque moi mon option ça a été la Corée avec ma meilleure amie donc, et mon ami qui vit ici également. Pour les autres pays je ne sais pas exactement s'ils avaient des partenaires avec des écoles, mais je pense que oui. Anyway, on passe ce côté-là. Du coup, j'ai eu le diplôme bac plus 2, il n'y a pas de souci. Mais à cause du Covid, du coup, j'ai dû rentrer à Pau. Et là, je savais pas trop quoi faire. En aparté, j'avais un blog d'ouvert, un blog de traduction et d'articles sur l'Asie, puisque moi, je voyage depuis que je suis toute
petite et la première année de mon école à ISMAC, je suis partie en Corée du Sud en tant qu'étudiante durant 1 mois et demi pour remettre à niveau ma base débutante pour devenir intermédiaire. Et est-ce que ça m'a réellement amené à intermédiaire? Non, mais est-ce que ça m'a appris beaucoup plus qu'une année sur Paris? Oui. Les profs coréens sont assez forts pour ça. Tout ce que j'avais vu en base qui était un peu cacafouilla à Paris, ben ça s'est fait, comment expliquer, ça s'est validé sous 1 mois et demi en Corée du Sud. Donc je me dis, si j'aurais fait une année en Corée du Sud, je pense qu'aujourd'hui je serais voire intermédiaire, voire avancé, pour vous dire. Donc c'était assez impressionnant. Donc j'ai eu le diplôme de validé de la langue coréenne, mais en tant que débutante. Et puis je suis partie sur la deuxième année après en suivant. Donc je commençais à voyager en Asie, je suis partie sur les articles. Et donc j'ai ouvert un blog. De ce blog, après, j'ai du coup construit un groupe. Et ce groupe, eh bien, c'était devenu des amis et on traduisait des séries. Alors c'était un peu toute l'Asie, précisément, je me souviens plus trop, mais c'était vraiment centré sur la Corée du Sud et la Thaïlande, enfin même plus sur la Thaïlande que la Corée du Sud, mais bon, on s'éparpillait un peu sur tous les pays. Par la suite a fait que j'ai eu une idée. Ça a été d'abord des idées construites dans le groupe où c'est vrai qu'on aurait aimé voir ça en France, etc., etc. Et puis ça a fait que j'ai eu l'idée en suivant de vouloir créer peut-être un magazine, puis après de créer donc une entreprise. Et c'est là que 4-5 ans plus tard, j'ai ouvert ma propre entreprise d'événementiel. Cette entreprise d'événementiel a duré 3 ans. Je sais pas si c'est une bonne idée que je reparte dessus parce que il y a eu beaucoup de choses négatives. Alors pas par l'entreprise. L'entreprise a été en tout point de vue, a eu une team juridique au top du top. Mon équipe même pédagogique, mon équipe qui était avec moi d'organisation, etc. Ça a été parfait. Par contre, le hic, c'est les prestataires. Mais ça, voilà, j'y arrive. Donc, pour revenir sur le bac+2, je suis rentrée sur Pau et je suis partie quand même sur un master grandes écoles. Malheureusement, je me suis ennuyée comme pas possible. C'est-à-dire que ils avaient la licence grandes écoles qui était reliée au master. Donc, ça me permettait de me valider du coup mon bac+3 puis partir sur un bac+4 et bac+5 puisque c'était le but de ce que je voulais faire. Sachant que je suis une fille qui n'aime pas du tout, mais pas du tout, les études. Mais je me suis dit, bon, je veux travailler en Asie, peut-être que je vais travailler avec des Asiatiques aussi, il faut que j'ai du galon, il faut que j'ai des diplômes derrière. Parce que oui, en Corée du Sud, c'est super important d'avoir des diplômes, c'est super important d'avoir ce qu'il faut en bagage pour pouvoir avoir des métiers, même les plus basiques. C'est ça qui est surprenant. Donc, le truc étant que j'ai fait ma 3e année à moitié, c'est-à-dire en présentiel et en distanciel, ce qui a fait que j'ai validé ma licence de grandes écoles, mais j'ai pas pu faire le master. J'ai pas pu faire le master parce que le master que je voulais faire, il fallait partir en Corée du Sud. Et avec la Covid, je vous laisse imaginer le truc, c'était vraiment pas possible. Alors du coup, on était en plus obligé de partir 6 mois sur dessus à l'étranger. Du coup, c'était tous ceux qui voulaient faire du coup cette formation, enfin ce master en question, c'était un peu beaucoup compliqué puisqu'ils nous ont sorti finalement de partir dans des entreprises internationales en France. Ça n'a rien à voir. Donc pour après ceci, j'ai arrêté puisque moi j'ai décidé fortement du coup d'ouvrir cette chère entreprise. Et donc j'ai fait beaucoup de recherches, d'études de marché, etc. pour savoir si ça valait le coup. Sauf qu'on est sur un marché complètement fantôme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de chiffres, il n'y a pas de... On peut pas réellement savoir si ça va marcher ou pas puisque les fan meetings n'existent pas de base en France. Je précise bien ça parce que vu ce que nous on a morflé pendant les 3 ans, les fan meetings, je ne pense pas que c'est du jour au lendemain qu'on y arrivera parce que les prestataires ne suivent pas du tout. Oui, je suis très énervée auprès des prestataires parce que on en a eu des merdes. On en a eu. Durant ces 3 années, on a réussi à faire 3 fan meetings et en fait, on avait 5 fan meetings de prévus, 5-6 fan meetings de prévus sur les 3 premières années. La première année, on a commencé par un groupe assez imposant, pas énorme mais assez imposant, qui a donné un peu le bain. Malheureusement, l'entreprise a déjà commencé avec du négatif, c'est-à-dire pas financièrement. J'avais des banques qui me suivaient, etc. puisque le dossier était
était solide, hein. Je vous le dis, voilà, j'avais une bonne équipe juridique, etc. et même un banquier professionnel vraiment de la crème, j'avais aucun problème. Par contre, le gros souci, ce sont 1. les fans, et 2. les prestataires. On a commencé négativement, je m'explique, parce qu'en fait il y a une entreprise juste avant nous qui s'est complètement cassé la gueule. Alors je sais pas le pourquoi du comment exactement, mais en tout cas ça a fait un gros effet négatif en France qui a fait que beaucoup de Français ne voulaient pas prendre de tickets pour des fan meetings en suivant. Ce qui est d'un côté tout à fait compréhensible, mais d'un autre, je vois pas comment on peut commencer aussi négativement parlant. C'était un gros point, puisque le premier fan meeting, nous n'avons pas du tout fait nos chiffres qu'on voulait. J'ai même dû compléter avec de l'argent personnel, et on reviendra dessus un peu plus tard, qui a fait que aujourd'hui, dans le passé, l'entreprise qui a duré 3 ans, c'était en grande partie parce que c'était mon argent personnel. On n'a jamais été en déficit, mais on a toujours été à 0 ou voire un peu plus, mais nous avons jamais fait de bénéfices durant ces 3 ans. Alors l'événementiel, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Qu'est-ce que c'est l'événementiel? C'est tout simplement un service, et ce service vous permet d'organiser 1001 choses. Ça peut être un anniversaire, un mariage, un fan meeting, un concert, ça peut être beaucoup de choses. Ici, en Corée du Sud, nous appelons ces agences des entertainments. Ces entertainments font tout simplement des fan meetings pour pouvoir que les fans aient un contact direct avec, du coup, les stars en question. En Asie, c'est répandu comme des petites miettes de pain. En France, peanuts, c'est rien, ça n'a rien à voir. Ils ont l'habitude des fan meetings américain, c'est-à-dire que la personne est assise à la table, signature terminée. Sauf que en Asie, ce n'est pas comme ça. En Asie, il y a un show, il y a une interview, il y a des jeux, il y a pas mal de choses par rapport à ça. Et précisément en Thaïlande, ils sont très forts pour ça. Ils ont l'habitude de tout ça. Et c'est vrai qu'ils ont des prestataires de compétition, ce qui n'est pas du tout le cas en France. Et là commence le premier événement qui a dû malheureusement être repoussé à cause des péripéties de Paris, où là ça a été un gros massacre, ils ont eu extrêmement peur, donc on a dû décaler. Ce fan meeting s'est fait, on a eu de très bonnes relations avec le PDG, moi je le considère comme mon frère maintenant, lui il me considère comme sa sœur, donc c'est extrêmement marrant quand je vais en Thaïlande. Mais voilà, du coup cette équipe est vraiment adorable, ils sont toujours choux, etc. Donc j'espère qu'ils vont bien. Et écoutez, on a eu après 2 autres fan meetings, dont le deuxième a été catastrophique. Autant par le temps, autant par le prestataire de cette salle. Ça a été catastrophique. J'ai jamais vu un bordel pas possible. On n'en pouvait plus. Alors le deuxième et le troisième événement s'est fait du coup sur la 3e année, parce que la 2e année on a préféré aller en Thaïlande plusieurs fois pour pouvoir tout simplement signer des contrats, ce qui s'est passé, et rencontrer directement également nos clients. Donc c'est ce qui s'est passé également. Deuxième et troisième événement ça a été catastrophique parce qu'on a su beaucoup de choses aussi, des acteurs, etc. Enfin là on a été un peu sur les fesses. Première partie, d'après ce qu'on a compris, ils avaient pas du tout l'habitude de la scène. Donc là du coup le jour J, ils nous ont dit ça à 1 heure près enfin c'était voilà. Ils se faisaient engueuler par la manager, on savait plus où se mettre, nous avec notre équipe, des vertes et des pas mûres. Et le troisième événement, il s'est bien passé. Par contre, prestataire pourri. On était au Grand Rex. Je sais pas ce qui s'est passé. Ils ont dû peut-être changer des équipes ou je ne sais pas. Je sais pas du tout. La première fois, on a fait Grand Rex. 3e fois, du coup, on a fait le Grand Rex. Ayant eu une bonne connexion la première fois, là la 3e fois ça a été pourri, puisqu'ils nous ont crié dessus pendant tout l'événement en nous disant que ils n'avaient pas resté dans les loges, etc. Enfin bon bref, ça a été du gros fighting, les pauvres, et on savait plus où se mettre nous, eux c'était pareil, c'était les pauvres. Franchement ça a été catastrophique, et on pouvait rien faire. Même si on avait... Alors nous, on a essayé de tamponner, etc. On a même demandé que le directeur vienne du Grand Rex pour s'expliquer et tout. Parce que nous, on a les mails. On avait tout ce qu'on avait payé, parce que c'est pas donné, le Grand Rex. On s'attendait à une prestation bien. Mais comme c'est un événement asiatique, je veux pas de discrimination, attention.
Mais j'ai l'impression que comme c'est un fan meeting, ils savaient pas ce que c'était et ils ont pris ça à la rigolade. Bref, en gros, je vais pas revenir sur l'entreprise que j'ai fait sur 3 ans, mais c'est un peu pour que vous compreniez que ça va répondre à une seule question, une grande question qu'on me pose beaucoup. J'ai même des clients qui m'ont demandé pour vous dire. Donc c'est pour ça que je vais enfin répondre à cette question plutôt. Ce sera plus pratique pour moi. Mais en premier lieu, il fallait d'abord que je vous raconte un peu les faits. Et que certains d'entre vous qui débarquent puissent comprendre un peu mon monde professionnel, ce qui s'est passé entre temps, ce que j'ai eu et ce que je compte faire au jour d'aujourd'hui. Cette entreprise n'a pas été fermée pour mon problème de moyens. Cette entreprise a été fermée parce qu'on s'est rendu compte que les fans c'était pipeau, impossible avec les prestataires, que du coup il n'y avait aucune confiance et que du coup ce combo fait que je perdais beaucoup d'argent pour rien. Au total j'ai perdu 110 000 euros pour vous dire. Je cache pistache, 110 000 euros. J'aurais pu aujourd'hui m'acheter un appartement en Corée du Sud pour vous dire. J'ai pas de regret du fait que ça a été une très très bonne expérience. J'ai gagné des choses, comme j'ai perdu des choses. J'ai également dû fermer l'entreprise pour un 3e point, le fait que j'étais enceinte. Et comme je suis mariée à un Coréen, vous vous en doutez que du coup, il vit en Corée et que du coup, j'ai dû partir en Corée du Sud. Et je faisais déjà beaucoup de voyages de Corée du Sud durant toutes les années, en fait, durant 8 ans. Et surtout les 3-4 dernières années que pour le coup je suis tombée enceinte par surprise, c'était pas du tout choisi et j'ai dû faire un choix qui a été très très compliqué pour moi, mais malheureusement je n'avais pas le choix puisqu'il y avait personne qui voulait prendre les rênes durant 2 ans. Donc j'ai préféré stopper là puisque mon ancienne entreprise qui était quand même internationale, en fait j'avais pas le choix, il fallait que je voyage pour les contrats etc. Mais le fait également que je devais être là pour les événements, pour rassurer les clients etc. Et pour voir que tout se passe bien également. Alors pourquoi je dis les fans ? Parce que s'il n'y a pas de fans qui prennent les billets, l'argent ne peut pas arriver à l'entreprise. C'est tout à fait logique, là on est ok. Mais les fans croient que si on fait des fan meetings sur Paris, c'est qu'il y a du monde derrière. Pas du tout. Là, j'enlève l'illusion de beaucoup de personnes, je pense. Pas du tout. Si vous prenez pas de billets, si vous ne soutenez pas les personnes, on se casse la gueule. C'est aussi simple que ça. Et le dernier fan meeting s'est fait parce qu'on va dire merci aux fans chinoises. Fans européens, fans français, moi j'y crois plus du tout. J'y crois pas du tout même. Là, c'est terminé. Bon, la question est tendue. Est-ce que je compte refaire de l'événementiel et est-ce que je compte rouvrir une entreprise ? Alors, est-ce que je compte faire de l'événementiel ? Pourquoi pas, mais pas dans l'immédiat. Là, il faut pas m'en parler pendant 5 ans, je crois. C'est pas vraiment quelque chose qui m'intéresse et je vais vous dire réellement, je suis à 40% du peut-être. Mais c'est tout. Donc pour l'instant, je dirais non, pas du tout. C'est vraiment pas quelque chose qui me donne envie de faire. Vraiment pas. La deuxième question, est-ce que je vais ouvrir une entreprise ? Oui, ça va être le cas et cette fin d'année même. Pour vous expliquer, je ne vais plus toucher au monde français, c'est-à-dire que la France ne m'intéresse pas du tout. D'une partie parce que ses taxes sont extrêmement chères, l'URSSAF ça prélève alors que t'as même pas commencé ta société ou ton activité, donc ça ne m'intéresse vraiment pas du tout. Et puis de toute façon, je vis en Corée du Sud aujourd'hui, donc je vois pas l'intérêt d'ouvrir quelque chose en France. Par contre, est-ce que je vais ouvrir quelque chose en Corée du Sud ? Oui, ça c'est sûr. Et je suis en plein dans le développement de mon projet et vous en saurez au moment dû, bien entendu, mais je n'en ferai pas. J'en parlerai sans trop en parler. Parce qu'il y aura un YouTube dédié vraiment à ça. Le truc étant que travailler en Corée du Sud, c'est très compliqué. Surtout si tu n'as pas les diplômes adéquats pour ça. Déjà, si tu veux avoir un métier qui te donne de l'argent et qui soit assez intéressant, ici il faut avoir un minimum la licence. Que les gens qui souhaitent aller vivre en Corée du Sud et qui souhaitent du coup y travailler, si vous souhaitez travailler en tant que salarié, ayez les bagages qu'il faut pour pouvoir commencer. Moi, ce que je vous conseille de faire en premier, si vous avez en moins de 31 ans, je crois, c'était l'âge, vous pouvez faire un PVT, ce qui vous donne un peu l'image de la Corée sans vraiment vous casser la tronche. Déjà, donnez-vous un minimum d'argent, c'est-à-dire que déjà ayez 15 000 € avec vous en poche sur la première année.
sur cette année en tout cas. Parce que si vous avez moins, si vous trouvez pas de travail de suite, ça va être vite casse-gueule en fait. Donc ça c'est un conseil que je vous propose, que je vous conseille même, c'est-à-dire de faire un PVT en premier lieu. Ou être étudiant sous quelques mois pour le langage coréen. Ça aussi, ça peut vous donner une idée de la Corée du Sud, comment ça fonctionne en dehors du tourisme. Parce que oui, c'est extrêmement différent. On est sur des prestations de tourisme, tout est beau, tout est bien. On a l'argent vraiment que pour le voyage. Et allez, à la rigueur, on a la valise qui se perd, ou à la rigueur, voilà, c'est pas vraiment des choses catastrophiques. Par contre, en PVT, ça peut vite dégénérer. Et j'ai déjà vu beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux se casser la gueule. Donc pour moi, minimum 15 000 € pour un PVT sous un an. Après, si vous avez déjà une entreprise qui est sûre de vous prendre et que vous avez déjà signé le contrat, là par contre, vous pouvez venir avec un peu moindre. Mais c'est pas super. Aujourd'hui, la Corée du Sud a augmenté ses prix. Ce n'est plus les prix d'il y a 5-10 ans même. Donc, faites attention par rapport à cela. Donc, qui dit salarié dit beaucoup de choses. C'est-à-dire que le paraître est très très important en Corée du Sud. Il faut savoir vous maquiller. Et surtout, il faut savoir être propre, sentir bon tout le temps. Et voilà, ça c'est des choses qui sont super importantes. Alors bien sûr, il y en a qui ont trouvé du travail dans ce qu'ils voulaient. C'est encore heureux, j'ai envie de dire, parce qu'il y a souvent des entreprises où ils sont obligés de prendre aussi des étrangers. Enfin, en tout cas, un petit pourcentage. Oui, si vous recherchez chez Samsung, etc., LG et tout le toin-toin, oui, ça peut être quelque chose de beaucoup plus facile. Si surtout vous êtes vraiment spécialisé dans quelque chose. Plus vous êtes spécialisé, plus c'est l'impression que c'est plus facile. Alors que c'est vrai qu'on devrait penser le contraire, mais pas du tout. Si vous souhaitez faire du Starbucks ou quoi que ce soit, ça c'est très facile. Je regarde les offres, il y en a tous les jours. Après, oui, moi... je suis pas du style à devenir salarié, ça ne m'intéresse vraiment pas du tout. Moi, c'est quelque chose que je crée, qui me permettrait de, faire quelque chose, surtout qui me plaît. Parce que là, comment vous expliquer ? Là, je suis pas perdue, parce que ça y est, je sais ce que je veux. Mais l'année dernière, j'étais complètement perdue. Après, c'est aussi compréhensible. J'ai ouvert une entreprise qui me plaît. L'organisation, c'est carrément mon truc. L'événementiel, j'adore ça. Surtout que j'avais une équipe que j'adorais. Voilà. Et comment vous expliquer que vous vous retrouvez à la maison avec un petit. Donc oui, c'est l'amour de ma vie, mon fils. Mais je suis une femme qui... j'ai besoin de travailler. J'ai besoin de faire quelque chose. C'est très dur d'être mère au foyer. Moi, je vous le dis. Écoutez, je dis pas que les mères au foyer foutent rien. Hein. Là, de suite, me sautez pas dessus ou me sautez pas à la gorge. Il y a tout le temps quelque chose à faire, tout le temps. Éduquer un enfant, c'est pas de la tarte. Ça, je le dis direct. On dirait que quand on regarde les réseaux, les mères, elles sont « Oh, vous êtes privilégiées, vous êtes à la maison. » Non, mais ça veut dire quoi, être à la maison ? Il faut nettoyer, il faut suivre le petit, il faut éduquer le petit. C'est des caprices à tout va, c'est des machins, des trucs. Voilà. Non, mais mentalement, il faut s'accrocher. Hein. Moi, ça me fait rire de voir certains commentaires, vraiment. Bon, voilà, le paraître, les diplômes, etc., c'est très, très important en Corée du Sud. Donc, si vous souhaitez être salarié en Corée du Sud, croyez pas que c'est facile, c'est pire que la France. Donc voilà les amis, je vais terminer là. Vous connaissez du coup mon parcours sur le monde professionnel et ce que je souhaite faire dans le futur. J'avais vraiment envie de faire cette petite vidéo pour pouvoir mettre les points sur les i et les barres sur les t, car j'avais quand même un peu de questions, enfin pas mal, sans vous mentir, il y en a plus de 36 qui m'ont posé la question, dont des anciens clients, des anciens fans qui suivaient mon entreprise pour savoir si j'allais faire quelque chose en France. Non, pas du tout, mais par contre faire quelque chose en Corée du Sud, oui, ça risque fortement. Voilà les amis, en tout cas j'espère que ça vous a plu. On se retrouve vendredi prochain pour quelque chose de beaucoup plus sympa. Je dis pas que c'est nul, mais bon, il fallait que je fasse quand même cette petite vidéo qui, moi, me lâche un point et qui certains, répondent à une certaine question. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine. Des bisous.